très heureux de vous accueillir à Lux Scène Nationale pour cette journée d'études conçue par l'Université Grenoble-Alpes. Et je remercie Robert Bonamy pour ses collaborations fructueuses que nous avons. J'ai beaucoup de plaisir à retrouver Eugénie Zvonkin, complice de la Scène Nationale, et un immense plaisir d'accueillir Darejan Omirbayev qui est là avec nous. On peut le... Merci Catherine de nous accueillir pour cet après-midi, donc la deuxième partie de cette journée consacrée au cinéma de Darejan, cinéaste des irrévérences, comme l'a si bien problématisé Anthony ce matin lors de sa première intervention. Donc on va poursuivre cet après-midi en ouvrant avec Eugénie qui co-organise la journée avec moi. Donc Eugénie est professeure des universités à l'Université Paris 8, Vincennes-Saint-Denis. Tu es membre de l'Institut universitaire de France. Tu as publié plusieurs ouvrages importants, plus spécifiquement sur le cinéma russe et russophone. Tu es spécialiste de Muratova. Tu es aussi une spécialiste de German, dont tu as édité, disons, les scénarios, deux scénarios importants. Et aussi, et c'est important pour notre journée d'aujourd'hui, tu travailles du côté de la création, de la pratique, notamment de la pratique documentaire, et tu as réalisé un film très pertinent pour notre journée, qui est un documentaire où tu rencontres plusieurs cinéastes de la nouvelle vague kazakh. Donc film d'entretien, et qui contient notamment un entretien avec Darejan. Donc sans plus tarder, je vais te passer la parole et nous t'écoutons. Merci. Je te reprends le micro. Bah oui. Merci infiniment Robert. Et merci à Catherine et à Pierre du Lux de nous accueillir dans cette très belle salle. C'est vraiment un grand plaisir pour moi de parler. Et donc, comme on l'a déjà dit ce matin, toujours un peu intimidant de parler de l'œuvre d'un cinéaste devant lui. Voilà, c'est un exercice périlleux. Et deuxième aspect périlleux de mon intervention, c'est que c'est juste après manger, donc j'espère que je ne vais pas vous endormir. Je vais rester debout pour vous transmettre un peu de mon énergie et essayer de passer ensemble ce cap toujours un peu difficile du début d'après-midi. Alors, aujourd'hui, j'avais envie donc de vous parler de cette question de langue et de parole. Parler, se taire, écrire, langues et paroles dans l'œuvre de Darejan Omirbayev. C'est quelque chose qui me préoccupe depuis un certain temps, depuis en fait que je connais l'œuvre de Darejan. Et si lui a réalisé son premier long métrage il y a 30 ans maintenant, on s'en est rendu compte, donc 1992, nous sommes en 2022, c'est joli les chiffres ronds, mais moi je connais son travail depuis 2000, puisque en 2000, toute jeune fille, je me suis retrouvée à traduire pour lui, et j'ai découvert ses films en étant son interprète. Voilà, donc j'accompagne, on va dire, son œuvre aussi depuis un certain nombre d'années. Alors, donc, il pourrait sembler étonnant que ce cinéaste, dont les premiers films marquent par leurs personnages taiseux, on en a parlé déjà un peu ce matin, des jeunes hommes ou des garçons, régulièrement passés à tabac dans les films, qui relèvent la tête en silence après avoir subi une humiliation, d'autres qui regardent frontalement la caméra en s'abstenant de parler. Il pourrait donc sembler étonnant que pour ce cinéaste de personnages taiseux, j'ai envie de parler de parole et de langue. Mais pourtant, je suis convaincue que l'importance de la parole dans l'œuvre de Darejan est évidente. Alors, le premier aspect auquel je voudrais m'intéresser aujourd'hui avec vous, c'est la distinction entre les deux langues en usage au Kazakhstan et dans le cinéma kazakh, plus largement, pas que chez Darejan. C'est le kazakh et le russe, et dont le cinéaste use, il me semble, avec finesse et efficacité. Alors, rappelons d'abord que l'émergence des cinématographies nationales en Asie centrale, donc se passe dans les années 30 et 40, s'accompagne nécessairement de bandes-son russophones. À l'époque, même lorsque les acteurs jouent au tournage dans leur langue d'origine, la post-synchronisation est faite directement en russe. Alors, lorsqu'arrive l'indépendance, donc 1991, la situation linguistique du cinéma reste un vrai lieu de problème dans cette région, et donc en particulier au Kazakhstan, où les citadins parlent encore majoritairement russe entre eux et sont nombreux à ne pas connaître du tout le kazakh à l'époque. Le cinéma étant de plus une industrie urbaine, dont la formation jusqu'aux années 90 n'était assurée que en Russie, sur les plateaux de tournage, les équipes se parlent presque exclusivement en russe, et l'ensemble de la profession reste sous la domination de la langue russe.
C'est quelque chose qui va évoluer, mais on voit aussi que c'est quelque chose qui persiste, en tout cas que maintenant c'est plutôt du bilinguisme qu'on peut observer. Dans le documentaire dont avec Robert on vous avait montré quelques petits extraits ce matin, en fait on entend Darejan parler tour à tour russe et kazakh en fonction des gens à qui il s'adresse et passer d'une langue à l'autre avec aisance. Alors, à partir des années 90, justement, l'utilisation de la langue nationale au cinéma devient prépondérante, en tout cas elle devient un vrai enjeu. Elle est considérée comme un vecteur de la culture nationale. Elle est en première ligne dans un travail de définition, de création et de revivification d'une identité culturelle nationale. Les historiens pointent par exemple la prépondérance du russe durant l'époque soviétique comme un des freins majeurs, je cite, à la formation d'une conscience nationale kazakh à part entière. Anthony Smith propose même 3 catégories que je vais vous énumérer du sentiment national, dit-il, le sentiment linguistique, officiel et républicain. Mais donc pour lui, il y a un sentiment linguistique. Alors cette préoccupation, évidemment, se retrouve dans le cinéma. Gulnara Abikeyeva, dans un de ses ouvrages justement sur la formation du cinéma kazakh, va montrer comment certains réalisateurs vont par choix préférer la langue kazakh pour essayer de mettre en avant la langue, la religion, les codes culturels, les traditions, des us et des coutumes et des mentalités, autres que celles qui pouvaient être racontées dans le cinéma soviétique. Alors, cette tension linguistique, elle est d'ailleurs sensible dès les débuts de la génération nouvelle, de la nouvelle vague kazakh. Et là, je raconte une anecdote que rapporte Sergei Solovyov, qui était un des maîtres en fait, des jeunes cinéastes de la nouvelle vague kazakh au VGK, dans l'Institut de cinéma de Moscou. Il raconte qu'en fait, beaucoup d'entre eux, quand ils arrivent, ils doivent faire des exercices de mise en scène. Et il trouve que tout sonne faux, il ne trouve pas ça convaincant. Et donc il va leur dire, mais faites jouer vos personnages dans votre langue maternelle. Alors le kazakh n'est pas la langue maternelle pour tous, mais elle l'est pour Darejan, elle l'est pour Serhii Kaprimov et pour certains autres. Et il dit que dès que ces réalisateurs se mettent à mettre en scène en kazakh, il dit, je ne comprends rien à ce qui se raconte, mais je sais que ça sonne juste, je vois que ça sonne juste. Voilà, donc il y a quelque chose autour de cet usage de la langue qui est tout de suite très important. Donc, au Kazakhstan, l'essentiel de l'usage russophone était lié dans les années 90 et les années 2000 à la vie citadine. Et le kazakh est bien plus présent à la campagne. Et l'emploi des 2 langues renvoie à cette réalité et trace ainsi différentes strates sociales et culturelles. Alors, on peut prendre l'exemple de Cardiogramma, dont on a déjà parlé aujourd'hui. Le film raconte l'histoire d'un petit garçon d'un village kazakh qui va donc pour des raisons de santé être envoyé dans un sanatorium par sa mère. Il ne parle que kazakh. Le début du film se passe d'ailleurs en kazakh tant qu'il est à la campagne et il se trouve soudain propulsé dans un environnement exclusivement russophone. Lorsque la mère amène l'enfant au sanatorium, un curieux dialogue se produit entre elle et le médecin en chef. Alors qu'elle ne parle qu'en kazakh, ce dernier ne répond qu'en russe. Pourtant, tous deux se comprennent. Ce choix de langue différent pour les 2 protagonistes, ainsi que le découpage qui sépare dans le champ la mère et son enfant, et dans le contre-champ le médecin, souligne bien l'éloignement entre les 2 couches sociales et la position de domination du docteur. La différence entre citadin et campagnard est d'ailleurs rappelée par le médecin qui demande « Votre garçon parle russe ?» parce qu'on a surtout des enfants de la ville ici. Alors, d'ailleurs, dans le tout dernier... Ah non, je ne sais pas, j'ai pas mis l'image là. Dans le tout dernier film en date de Darejan, qui s'appelle Dernière séance, qui est un court-métrage donc, réalisé en 2022, que je pense la plupart d'entre vous n'ont pas encore vu, Darejan se met en scène dans un bus. On voit des gens qui tous lisent un livre ou regardent leur portable, écoutent des émissions. Il lui-même se met en scène écoutant un philosophe kazakh qui explique que pour lui, c'est comme s'il y avait 2 peuples kazakhs, le peuple russophone et le peuple kazakhophone. Et pour avoir un peu du coup discuté de ça avec Darejan tout récemment, il confirme que même si aujourd'hui la plupart des Kazakhs des villes comprennent le kazakh, mais en fait, malgré tout, dans les villes, le russe reste dominant, et dans les campagnes ou dans les villes plus reculées, c'est le kazakh qui domine. Le russe apparaît donc dans le film Cardiogramma par exemple, comme l'agent de la mondialisation de cet univers tendu entre 2 pôles opposés, en particulier à travers le cinéma et la télévision. Alors Anthony a fait une très belle intervention aujourd'hui où il a montré justement la présence des films, mais il y a aussi la présence des écrans, je pense qu'on en reparlera encore aujourd'hui, et par exemple Cardiogramma s'ouvre sur l'image d'une télévision posée dans une maison villageoise kazakh. Et donc dans cette maison on ne parle que kazakh, mais la télévision, elle, ne parle que russe, et en fait les premiers mots qu'on entend dans le film sont des mots en russe,
alors que nous sommes à ce moment-là encore dans cette partie campagnarde et kazakh. Le russe est également la langue dans laquelle seront proposées toutes les autres cultures, pas seulement la culture russe soviétique. Dans Chouga, il y a un moment, par exemple, où les enfants kazakhs regardent à la télévision les razmoquettes. Ça vous dit peut-être quelque chose. Voilà, et ces razmoquettes sont doublées de façon absolument insupportable en russe. Voilà, donc le russe devient vraiment le vecteur de la mondialisation. Le cinéaste Mirbayev dépeint dans ses films le Kazakhstan comme un vaste pays perméable aux influences extérieures à travers l'intrusion dans la bande-son de plages sonores russophones. En ce sens, l'une des séquences peut-être les plus saisissantes d'un autre film qu'il a réalisé donc, en 2012, qui s'appelle L'étudiant, et qui est donc l'adaptation de Crime et Châtiment de Dostoïevski, le héros rencontre un poète déchu, devenu alcoolique. Voilà, je vous montre deux captures d'écran avant de vous montrer l'extrait. Alors que la télévision diffuse une chanson de pop vulgaire en russe, le poète se met à réciter un poème en kazakh. Les deux bandes-sons se superposent et les deux langues, avec leur sonorité spécifique, se confrontent dans une dissonance abrasive aux oreilles du spectateur, auditeur. Donc là, je vais essayer de vous montrer le petit extrait. Donc c'est celui-ci. Alors il est sous-titré en anglais, j'espère que ça ne vous dérange pas, mais en fait ce qui m'intéresse plus que tout, c'est vraiment voilà, l'effet sonore des deux langues. Mazanın davamına kişiliyor. Benim аты Серік Тұман. 1980 жылдан бері Жазушылар одағының мүшесімін, ақынмын. Дұрыс айтсақ, бұрынғы ақынмын. Себебі қазіргі заманда ақындар ешкім керек жоқ. Сіз қайда жұмыс істейсіз? Студентпін. Өте жақсы.